Vous savez d'abord que l'on peut fonctionner dans ce système-là et dans un premier temps, c'est-à-dire avec les membres de la communauté de communes qui étaient en place avant les élections municipales. Ce qui est prévu, c'est que dans un deuxième temps, en principe à partir de fin mai, début juin, c'est-à-dire au moment où les conseils municipaux qui ont été élus seront mis en place, il y a une deuxième phase où les intercommunalités fonctionneraient avec les membres des communautés dans les conseils municipaux qui ont terminé, et puis les anciens là où il y a besoin d'un second tour. Donc ça sera la phase intermédiaire qui sera décidée à vraisemblablement fin mai, début juin, dans la mesure où avec le déconfinement, il est prévu que les conseils municipaux élus dès le premier tour puissent être mis en place. Et puis ensuite, évidemment, il y aurait le troisième mise en place après le deuxième tour, voire le premier tour et le deuxième tour, là où il n'y a pas eu d'élus au premier tour. Donc, vous savez, actuellement, il semble que ça rediscute pour savoir si ce deuxième tour pouvait avoir lieu donc en juin, voire en tout début juillet, sans recommencer le premier tour, ou si c'était reporté a priori en septembre. Donc, ceci étant dit, nous, après la période des élections, vous le savez, c'était les conseils communautaires ainsi que les présidents et vice-présidents qui continuaient à faire fonctionner les intercommunalités. Donc, on a eu une réunion du bureau et dans ce cadre-là, on a eu en particulier deux éléments qui sont intéressants à signaler avant de démarrer formellement la séance. C'est le premier élément qui faisait que nous avions des problèmes sur nos aires d'accueil des gens du voyage, et en particulier des problématiques à Saint-Jean-d'Illac, où on avait éventuellement des problèmes de coronavirus sur l'aire d'accueil, mais en particulier également sur le secteur de la mousse de Camponac. Donc là-dessus, il y a eu un suivi important de la préfecture, l'ARS, les maires de Saint-Jean-d'Illac et puis moi-même. Donc l'ARS a suivi pour faire donc un contrôle des personnes qui étaient sur nos aires d'accueil, et finalement, ça n'a pas été trop méchant. Par contre, depuis, nous avons eu des déplacements, en particulier sur l'aire d'accueil de Saint-Jean-d'Illac, qui pouvaient faire une modification des familles accueillies, et donc éventuellement de personnes qui venaient de la région parisienne, si j'ai bien suivi. Donc il faut rester vigilant à ce niveau-là. Sinon, on avait évidemment regardé les questions d'alimentation pour les aires d'accueil et également le lien avec notre prestataire. Peut-être que Géraldine Meillon peut compléter. Et je salue Hervé qui nous a rejoints. Bonsoir à tous. Bonsoir. On attend la fibre avec impatience à Saint-Jean-d'Illac pour que la communication soit bonne. Oui. Le prestataire a continué à assurer un service minimum 2 fois par semaine sur l'ensemble des aires, et on a assuré une distribution de masques sur plusieurs semaines avec rappel des mesures barrières. On a donné aussi du gel hydroalcoolique aux résidents de manière à pouvoir assurer, en tout cas limiter la propagation du virus sur les aires d'accueil. On a travaillé en relation également avec l'association départementale des amis des voyageurs, qui est en charge du suivi social sur les aires. Mais à ces stades, en tout cas, ils ont été assez respectueux. Ça a permis de gérer cette crise de façon assez raisonnable. Bien, peut-être que Hervé Sèvres nous dit deux mots sur les questions liées à l'aire d'accueil des gens du voyage ou à la mousse. Oui. A annoncé dans une conférence qu'il y avait un foyer Covid-19 sur l'aire d'accueil à Saint-Jean-d'Illac. Donc,
On a très vite travaillé avec la CDC, bien sûr, et l'ARS pour essayer de trouver une solution. La solution est arrivée quelques jours après, on va le dire comme ça, avec l'intervention d'une équipe médicale du CHU de Bordeaux qui a pu faire un diagnostic complet des, je crois, 44 personnes entre adultes et enfants qui séjournaient sur l'aire d'accueil. Et ensuite, on a géré la question de façon normale, distribution de masques, enfin bref, pas de difficulté majeure. La seule question, c'est que normalement, un suivi médical aurait dû être assuré par l'ARS et que il n'a pas été mis en œuvre par manque de moyens. Donc voilà, mais sinon aujourd'hui, on va dire que tout est dans l'ordre. Effectivement, comme le disait Géraldine tout à l'heure, ils sont assez craintifs de la maladie, donc dès qu'ils ont été sensibilisés, ils ont été assez respectueux quand même du confinement, même si quelque part, ils étaient persuadés de ne pas être malades. Voilà. Mais ça s'est bien passé globalement. Et encore une fois, merci à tous les acteurs. Bien, mais merci Hervé. Donc, le deuxième sujet que l'on a suivi et qui est un des sujets plus importants de la communauté, c'est la question de ramassage et de traitement des déchets ménagers. Donc, on est resté en lien avec nos prestataires Veolia et Pena, avec la poursuite du ramassage dans des conditions correctes, je crois, dès le début du confinement. Et ensuite, donc, des réflexions sur l'ouverture des déchetteries, étant entendu que la déchetterie de Saint-Jean-d'Iac était ouverte ce samedi et qu'à Cestas, ça a ouvert, à Cestas-Canéjan, puisque c'est sur Canéjan, monsieur le maire. Donc, c'est ouvert à partir de cet après-midi. On y est passé avec Henri Célan et a priori, ça fonctionne correctement avec des rendez-vous. Bon, mais disons qu'il y a des points à voir. Donc, pour le moment, on est sur les déchets verts et on regardera dans les semaines qui viennent comment on pourra poursuivre. Sur les questions de déchets, vous savez par ailleurs que nous avons un marché en cours sur le problème de traitement des déchets, où donc pour le moment, nous avons considéré que l'appel d'offres était infructueux et où nous aurons donc à discuter avec les entreprises qui ont répondu. Et vous le savez, dans un cadre qui est un petit peu compliqué, dans la mesure où la métropole et Veolia ont eu à traiter un marché important et que dans ce cadre-là, il y a eu une augmentation assez forte dans la mesure où Veolia est le seul donc responsable maintenant à la fois de la pouillade et puis des incinérateurs. Donc, ce sont des points sur lesquels, normalement, on devrait continuer à discuter, mais ce n'est pas la première urgence, dans la mesure où on avait eu une réunion avec Patrick Bobet, le président de la métropole, qui s'était engagé à minimum à discuter de près avec Veolia pour qu'on trouve des solutions équilibrées au niveau des prix de traitement des déchets. Enfin, ça sera un sujet qui arrivera un petit peu plus tard. Donc voilà quelques points d'information avant de passer formellement à la séance et on reviendra évidemment sur les différents sujets qui sont à l'ordre du jour de notre réunion pour que chacun éventuellement puisse s'exprimer. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais demander à Bernard Garrigou s'il accepte d'être secrétaire de séance puisqu'il est le plus proche, mais à distance raisonnable. Toutes ces années, c'est la première fois. Et si personne n'y voit d'inconvénient, donc on y va dans ce cadre-là. Personnellement, j'ai une procuration de Michel Bousseau. Elle est là. Merci Michel de nous avoir rejoints. Donc vous avez vu qu'on est le nombre qu'il faut. Et dans ce cadre-là, on ouvre la séance en demandant s'il y a des remarques par rapport au compte rendu du dernier conseil communautaire qui s'était tenu le 29 janvier, en particulier sur la question de modification des statuts qui étaient nécessaires par rapport à ce qu'on va décider maintenant. Et puis le groupement de commandes avec la communauté de communes de Montesquieu, en indiquant qu'on a toujours des contacts étroits avec la communauté de commune de Montesquieu
que ce soit avec le président de la communauté, la directrice des services ou également le maire de Léognan. Donc, ça fait partie évidemment des sujets qu'on aura à voir dans les mois qui viennent. Pas d'observation sur ce compte rendu. S'il n'y en a pas, donc nous allons passer aux dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette réunion du 4 mai. On a une première délibération qui correspond à notre séance actuelle avec les modalités d'organisation du conseil communautaire en visioconférence. Et donc, il faut formellement une autorisation. Je pense que ça correspond à ce que nous avons maintenant. Il semble qu'il n'y ait pas de problème majeur. Oui, top. Oui, ça, on va le faire. Oui, on avait formellement un ordre du jour modificatif qui était nécessaire par rapport à la convention de mise à disposition de masques qui sont d'usage non sanitaire de catégorie 2. Je pense qu'il n'y a pas d'observation pour pouvoir rajouter cet ordre du jour. Merci. Donc, vous avez dû pouvoir voir les modalités d'organisation du conseil communautaire de visioconférence. Pas d'observation. Merci. Vous pouvez lever le doigt éventuellement ou la main. Merci qu'on voit tout ça. Merci, c'est bon. Bon, donc la deuxième délibération, c'est celle qui est rajoutée, qui correspond à une convention de mise à disposition de masques à usage non sanitaire de catégorie 2. C'est quelque chose qui a été lancé. Certains d'entre vous ont peut-être eu la communication avec Patrick Pujol, donc pas Patrick Pujol, Patrick Bobet, le président de la métropole, dans une période où il y avait des difficultés importantes pour obtenir des masques, en particulier donc des masques tissus. La métropole a eu la possibilité de lancer un marché. Dans ce marché, le département a été associé et vous avez vu, donc le principe était de dire que là, c'est un marché groupé. La métropole donc paye ces masques pour ce qui concerne les communes, donc les 8 communes de son territoire, et le département prend à sa charge les autres communes du département. Ce qui est indiqué, c'est qu'a priori, ces masques pourraient être fournis aux communes qui s'occuperaient donc de la distribution d'ici la fin du mois, à des dates à regarder. Étant entendu qu'en même temps, les 3 communes de notre communauté de communes ont pris chacune à sa responsabilité le fait de pouvoir s'engager dans la confection de masques, étant entendu que la société Lectra a accompagné ces communes pour le découpage et que pratiquement on avance aujourd'hui pour avoir une confection correspondant à une première distribution pour nos concitoyens dans chacune de nos 3 communes. Donc, formellement, on a signé cette convention pour la mise à disposition de masques tels que vous le voyez, ou en dehors du fait de dire que ce sont les communes qui assurent la distribution, il n'y a rien de particulier. Pas d'observation à ce niveau-là sur Flaméjean. Hein? Oui, monsieur Zinski. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, je n'ai pas de souci avec la délibération en elle-même. Juste, ça viendra avec le soutien aux entreprises, la délibération suivante. On aurait peut-être pu commander quelques masques. Bon, il y a le bénévolat, c'est bien. Le marché groupé avec la métropole et le département, c'est bien aussi. Mais peut-être faire travailler, du coup, en les soutenant par des commandes faites peut-être par le CCAS. Enfin, après, juridiquement, il faut regarder ça. Mais peut-être passer des commandes de masques ou d'autres produits à des entreprises du territoire.
de Cestas en l'occurrence, mais aussi de, je ne sais pas s'il y en a à Saint-Jean-d'Illac et je crois qu'il y en a à Cannes-les-Gens. Ça aurait pu être un vecteur aussi de soutien à l'économie locale sur des montants qui auraient été raisonnables, quoi. Voilà une suggestion. Oui, Mais... Il est entendu qu'on a eu d'autres commandes, en particulier sur des masques chirurgicaux pour tous les services. Et donc, globalement, nous n'avons pas eu de demande de nos entreprises de participer spécifiquement à ça, mais au contraire, une mise à disposition de leurs moyens, que ce soit pour la fourniture du tissu ou pour la découpe. Donc, on n'était pas directement concernés pour demander des fabrications ou passer des marchés spécifiques dans la mesure où on a passé évidemment des commandes pour les autres masques. Bien, merci de l'observation. Pas d'autres observations sur ce sujet-là. Donc, je passe au vote. Monsieur Pauillac, oui. Je lui passe la parole. Oui, simplement, vous avez... Oui, bonjour. Non, tu lui dis de recommencer. Est-ce que tu nous entends? Tu laisses le... Moi, je vous entends, mais vous n'entendez pas. Ça y est, c'est bon. C'est bon, on t'entend. C'est bon. Non, simplement, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que les masques seraient mis à disposition à compter de la fin du mois. On parle bien de la fin du mois de mai. Oui. Enfin, dans le courant du mois, à partir du 15, sensiblement, je crois. Oui, ou fin de... c'est ça, vers le 15, entre le 15 et la fin mai. D'accord. Voilà, oui. OK. Merci. Si. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui sera précisé et chaque commune verra comment organiser la distribution. Merci pour l'observation. S'il n'y a pas d'autres observations, on passe au vote. Contre, abstention, je ne vois personne, donc adopté. Maryse demandé, je ne vois pas. Elle a demandé. Oui, Maryse Binet. Oui, j'ai dit oui. Elle a dit oui, merci. Bon, merci de votre vote. Donc, on poursuit avec les problèmes d'appui. Avec d'abord le service départemental d'incendie et de secours. Bon, c'est quelque chose pour lequel nous avons déjà eu l'occasion de discuter, puisque la modification des statuts lors de la dernière réunion correspondait également à cela. Donc, vous le savez, depuis un certain nombre d'années, il y a eu une forte augmentation de la population en Gironde. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, fait un bon travail. Nous avons sur le territoire de notre communauté de communes 2 centres de secours. Et dans ce cadre-là, le SDIS, en lien avec le département, ont demandé un complément de participation volontaire des communautés de communes de la Gironde. Ça fait l'objet d'un certain nombre de réunions sous la responsabilité du préfet, avec les représentants de toutes les intercommunautés. Et donc, il a été admis que l'on pouvait apporter d'une manière équilibrée entre la métropole et les autres intercommunautés une participation volontaire. Nous avons évidemment qu'à nous féliciter du travail du SDIS, si j'en profite pour indiquer qu'on a quand même toujours des problèmes majeurs qui, vous le savez, sont ceux de l'attente des pompiers quand ils vont en urgence, entre le moment où ils arrivent au service d'urgence et puis le moment où les personnes sont prises en charge et ils sont obligés d'attendre, ce qui bloque pas mal. Donc, c'est un point qui est toujours à étudier. Sinon, nous n'avons pas eu trop de problèmes particuliers, nous, dans nos 3 communes qui sont touchées par le risque incendie de forêt.
Et vous savez par ailleurs, c'était normal que la métropole prenne une petite partie non négligeable, puisque le SDIS a besoin d'être équipé de matériel spécifique vis-à-vis des risques d'habitat et de bâtiments de très grande hauteur. Bon, donc, dans ce cadre-là, je crois que ce que nous avons à tenir est raisonnable. Maintenant, naturellement, il sera logique d'en rediscuter année après année. Vis-à-vis de cela, nous décidons donc d'autoriser, puisque ça avait pris un petit peu de temps, une subvention volontaire de 22 455,67 € pour 2019 et 23 099,07 pour 2020 en fonction de notre population. Est-ce que vous avez des observations sur ce sujet-là? Oui? Vas-y. Oui, juste une question. Bon, j'ai lu rapidement la convention. Est-ce qu'il y a un engagement aussi, enfin un engagement, par exemple, du département à maintenir le centre de secours? Enfin, j'imagine qu'il n'est pas remis en cause, mais est-ce que du coup, on va participer de manière pérenne au financement sur plusieurs années? Est-ce qu'il y a un engagement du département de maintenir le centre de secours à Cestas en particulier? Oui, non, il n'y a pas plus à ce jour que ça. Maintenant, c'était des discussions informelles qui ont pu avoir, parce que le centre de secours, ça va de soi. Ensuite, il peut y avoir des discussions, et vous le savez, sur, disons, l'affectation des différents centres de secours, puisque nous avons changé de groupement. On était avec le groupement sud avec le bassin d'Arcachon. Donc là, ça se lie avec un certain nombre de communes du sud de la métropole. Et disons qu'on a eu une présentation par les responsables, le colonel et son adjoint de ce groupement, où les conditions étaient relativement acceptables. Ça ne posait pas de problème majeur. Donc c'est sur ce sujet-là, étant entendu que notre centre de secours intervient de manière non négligeable dans des communes de deuxième appel, après Cestas, Canéjan et Léognan, qui sont sur la métropole. Donc ça, a priori, c'est susceptible d'être maintenu, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un petit peu plus d'opérations sur le secteur métropole, mais il n'y a pas de discussion pour réduire le nombre de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas évidemment rien n'est envisagé au niveau de fermeture éventuelle de centres de secours. Après, c'est question d'affectation du personnel qui, pour le moment, ne pose pas problème, étant entendu que sinon, au niveau matériel, on est bien équipé. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Merci. D'autres observations? Oui, pour moi. S'il vous plaît. Oui, oui. Ça y est, tu peux parler. C'est pas l'objet direct de la délibération, mais je me demande si à l'avenir, on ne ferait pas bien de réfléchir à un regroupement de la distribution financière, simplement au niveau de l'EPCI. À ce jour, il y a chaque commune qui donne une subvention, une autre par l'EPCI. Est-ce que ça ne serait pas plus cohérent de regrouper au sein de l'EPCI ces montants-là? Oui, tu sais que ça avait été présenté en disant qu'il y avait un petit peu d'avantage à avoir sur le CIF, le coefficient d'intégration fiscale, parce que ça pouvait donner un petit quelque chose. Oui. Mais comme on a zéro, nous, au niveau de la DGF, ça ne nous changera pas grand-chose et c'est pas l'échelle. Alors après, on pourra, c'est une question d'écriture, il n'y a pas de problème majeur pour le faire. Hein. D'accord. Oui, effectivement, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est un des éléments qui constituera, qui permettra à l'avenir de gonfler un peu le CIF. Oui, il faut voir comment tout ça va évoluer. Hein. Mais c'est une piste. Merci. Pas d'autres interventions? Oui. Bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vote différent. Vote contre. Abstention. Merci. On poursuit.
avec ces remarques. Donc, mesures de soutien à l'activité économique du territoire, autorisation. Donc, là-dessus, il y a deux axes. Vous l'avez vu, un premier axe qui est l'accompagnement des entreprises hébergées dans des locaux qui appartiennent à la communauté de communes. Et le deuxième axe est de l'adhésion au Fonds régional de solidarité de proximité. Donc, on a, dans le cadre de la répartition des compétences entre région et puis intercommunauté, une priorité, comme ça a été dit par M. Zinski, sur les petites entreprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est appelé, à côté des fonds nationaux de soutien. J'avais eu l'occasion de rappeler que un certain nombre de fonds avaient été utilisés pour soutenir certaines entreprises. À l'époque, en particulier, l'ECTRA, qui était passé devant ce qu'on appelait le CIRI, et qui avait le CODEFI, au niveau régional, qui accompagnait les entreprises plus de dimension moyenne. Bon, dans ce cadre-là, avec l'incertitude actuelle sur l'activité économique, avec les difficultés d'un certain nombre d'entreprises, nous avons envisagé de pouvoir accompagner le Fonds régional de solidarité de proximité qui, comme vous le voyez, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés, des associations avec une activité économique de moins de 50 salariés, qui sont sous forme de prêt à taux zéro, sans garantie, donc octroyés par le réseau Initiative. Alors, ce réseau Initiative existe au niveau Gironde, et nous avons donc notre responsable de la pépinière de Cestas qui participera donc au travail de ce réseau, qui dans ce cadre-là pourra intervenir ou être informé des entreprises de notre territoire qui auraient demandé des aides et qui pourront être accompagnées. Alors naturellement, sur la base qui est prise pour la plupart des intercommunautés de la région de 2 € par habitant, cela nous donne sensiblement 60 000 €. Théoriquement, c'est un prêt sans intérêt. Bon, on peut dire que on a en gros un engagement de 30 000 € et que le reste pourrait être remboursé. C'est donc un ordre de grandeur qui est relativement raisonnable par rapport à la dimension de la communauté de communes. Le deuxième point, ce sont des possibilités qui sont offertes au niveau national pour des entreprises qui ont à souffrir évidemment dans leur activité, sur le fait que des locaux pouvant appartenir donc aux activités puissent voir une suspension de leur loyer. Donc cela correspondrait aux entreprises qui sont hébergées dans la pépinière d'entreprise à Cestas, le club de sport qui est situé à la salle du Cournon à Canéjan, et les entreprises émergées dans les anciens locaux de l'entreprise Mondi à Saint-Jean-d'Illac. Bon, naturellement, il faudra qu'on suive la reprise de l'activité pour voir sur combien de temps cela pourra jouer. Dans un premier temps, ça ne pose pas non plus de problème significatif majeur pour les finances de notre communauté de communes. Voilà ce que nous proposons comme mesure de soutien à l'activité économique du territoire. Étant entendu que vous le savez également, actuellement, il y a des réflexions au niveau de la région, portées par la préfecture et la région, sur l'appui prioritaire à donner à la branche du bâtiment et des travaux publics, qui est la branche qui doit repartir le plus vite possible pour participer à la reprise d'activité au niveau national. Dans ce cadre-là, on peut simplement signaler, nous, à notre niveau, que vous savez, nous avions en cours l'aménagement de la zone d'activité du Cournon sur Canéjan. Donc, l'entreprise qui fait les travaux, qui termine les travaux de VRD est sur place, a repris ses travaux, son activité, et donc va terminer. Le deuxième point étant que j'ai demandé au service
d'accélérer leur avis sur le dossier d'extension de la déchetterie de Saint-Jean-d'Iac pour qu'on puisse formellement lancer les travaux. Donc, c'est une partie de notre participation à la relance du secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc, voilà ce que nous proposons en parallèle avec donc, ce qui est fait pour la plupart des intercommunalités. Merci. Si vous avez des observations, la parole est à vous. Monsieur Zinski, avec plaisir. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je reviens sur les commandes locales pour les artisans et les petites PME, d'une part, et d'autre part, en fait, on a observé que sur finalement les commerces et les petits artisans qui s'en sortaient le mieux pour l'instant, c'est ceux qui avaient la possibilité de mettre en place des systèmes de drive, puisque le contact n'était pas forcément, enfin, était interdit, bien entendu, et les regroupements surtout. Je pense qu'il faudra qu'on ait une réflexion sur la pérennisation de ces systèmes de drive par un système numérique pour que il y a pas mal de commerçants, bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais heureusement, qui ont profité, entre guillemets, de cet épisode pour changer leur approche commerciale. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion pour les aider, les fédérer autour de solutions Drive avec l'aide de numérique, de sites internet, pour qu'il y ait une retombée sur nos commerces et artisans locaux au niveau de ces stades, certainement de la communauté de communes aussi, quoi. Oui, là, vous le savez, M. Zinski, on a des clubs d'entreprise qui réfléchissent dans ce cadre-là et qui, avec l'appui des grandes entreprises, fédèrent quand même largement notre tissu de petites entreprises. Et c'est un sujet qui sera discuté avec eux, puisque la coordination et l'information est un point important de leur action de nos clubs d'entreprise. Bon, là-dessus, vous savez également que nous avons le sujet d'un drive Intermarché qu'on continue à suivre. Et par ailleurs, on a accompagné avec un grand intérêt aussi ce qui se faisait en autorisation pour des équivalents de drive, en particulier chez nos agriculteurs. Vous avez vu que le bourg au niveau asperges donc était installé dans ce cadre-là en distribuant sur place. On a également des marchands de primeurs qui ont fait des équivalents de drive. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Nos concitoyens auront pris également des habitudes de se servir dans ce cadre-là. Et je crois que c'est tout à fait à l'échelle du travail et de la responsabilité conjointe avec nos clubs d'entreprise. Merci de l'observation. D'autres observations? Oui, Laurent. Oui. C'est bon. C'est moi. J'y vais. Simplement, concernant les 2 €, c'est un montant qui est défini. La suspension des loyers, elle démarre au 16 mars. Quel est le raisonnement? On considère que quand on jugera que les activités auront repris correctement, on reprendra une délibération pour remettre en place les loyers ou comment on fera? Oui, mais c'est ça le principe, hein, comme c'est fait d'ailleurs au niveau national, absolument. Ouais, je crois savoir que ça a été particulièrement bien apprécié déjà sur Canéjan. Bon, c'est un geste qui n'est pas catastrophique, non, au niveau budgétaire, du moins par rapport aux éléments que l'on est susceptible d'avoir sur le budget 2020. Maintenant, après, les informations sur des positions dans les années qui viennent semblent beaucoup plus compliquées. Contre les quelques éléments qu'on avait reçus vis-à-vis du budget de 2020 sont plutôt positifs, puisqu'on avait quelques augmentations au niveau de la CVAE, de la CFE, donc on n'avait pas de problème majeur, même si à ce jour, on ne connaît toujours pas notre participation au FPIC. Bon, néanmoins, c'est à l'échelle d'accompagnement. Merci. D'autres observations? Oui.
Le micro ne t'entend pas. Vas-y. On peut quand même s'attendre à une baisse de la CVAE pour les années à venir, au moins en considérant 2020. Bien, il est clair qu'on n'a aucune visibilité pour les années à venir, surtout que si ça se trouve, l'État pourra considérer qu'il faut qu'il demande des efforts aux collectivités locales, même si en parallèle, il faut pousser les collectivités à investir, à relancer l'investissement. Mais néanmoins, ça peut jouer sur la DGF, voire, et là je parle parce que sur Canéjan c'est un élément non négligeable, sur les compensations. Hein, sur ce qu'on avait eu, sur les compensations, de la suppression de la part de taxes dans la taxe professionnelle, la part salaire, c'est des éléments où pour le moment ils n'avaient pas trop touché, mais qui pourra être envisagé. Donc, on n'a pas de vision aussi bien pour 2020, ce sont les éléments de 2019, on n'avait pas de problème, on n'a pas du tout de vision pour ce qui se passera après. Il y aura à la fois à faire de la relance, hein, mais beaucoup par la consommation, et puis d'assurer, disons, le remboursement des prêts, dans quel délai, etc. Et les liens entre les collectivités et l'État sont susceptibles de changer, donc il faudra faire au jour le jour. Merci. Merci. Pas d'autres observations? Pardon? Oui, mais d'accord, mais là, il faut d'abord. Donc, même vote, je suppose, contre, abstention, pour cet accompagnement. Merci. Donc, ensuite, on a à dire un mot sur les décisions prises en application des articles L21, 22, 23. On avait un contrat avec 2 comptes sur la reprise de l'acier. Bon, on avait un contrat d'ératisation, le contrat de reprise d'aluminium qui n'était pas inintéressant, pépinière d'entreprise. Les questions de changement de client, enfin de locataire ou d'occupant à la pépinière d'entreprise. Les assurances. On avait eu sur le Cournot, comme j'indiquais tout à l'heure, donc il y a eu une reprise des travaux par Sopega qui devrait terminer le revêtement de chaussée définitif assez rapidement maintenant. Et puis, normalement, ça a été bloqué un petit moment. On doit pouvoir signer les premiers actes avec les preneurs de ce secteur-là, qui globalement est d'ailleurs correct comme aménagement. Hein. Ça commence à prendre une bonne gueule avec la végétation du printemps. On aura quelques finitions à voir. On va attendre un petit peu, en particulier pour la réfection de la voie principale, que le plus gros déterrassement soit fait dans les entreprises qui s'installent sur le Cournot 2. Voilà un des éléments. Ensuite, c'était le Cournot 2. Déchetterie de Saint-Jean-d'Iac, j'en ai dit quelques mots. Les demandes de subvention, la suspension de traitement des déchets. Donc, normalement, on a jusqu'en juin et il faut rediscuter après. Hein? Ben oui, mais il faudra demander un délai complémentaire. Oui, puisque théoriquement, on avait dans le cadre de la discussion jusqu'à fin juin pour faire ces discussions et attribuer le marché. Donc, il est souhaitable de demander quelques mois supplémentaires par rapport à la période actuelle. Voilà. L'extension de la déchetterie, j'en ai mis un mot. Et le reste, il n'y a rien de particulier. Voilà les quelques points. Est-ce que vous avez des points à rajouter les uns les autres? Sinon, je remercie tous ceux qui ont participé. 4, 8, 4, 12, 16 et 80 sur nos 23. Hein. Ah, non. Ah oui, mais est-ce qu'elles étaient déjà maintenant? Oui, voilà, 25. Il n'y a pas de problème. Et merci d'être tous présents. Donc, on suivra au mieux.
Et évidemment, on assure les liens avec les autres intercommunautés qui sont autour de nous, parce que ça, c'est un point évidemment important. J'ai parlé tout à l'heure de Montesquieu. On est en lien également avec donc Val de Leyre, que j'ai eu l'occasion de voir, avec Bruno Lafont sur le secteur de la Coban. Et puis également, même si c'est susceptible de bouger un petit peu, sur toutes les communautés de communes qui sont avec nous dans le cadre du CISDO, qui sont des points évidemment à suivre pour le meilleur fonctionnement de l'intercommunauté en Gironde et nous, l'évolution de notre communauté de communes. Bien, merci de votre participation. À très bientôt et puis prenez tous soin de vous.